Le cœur et la raison, partie 5 du livre audio, chapitre 22. Marianne, qui n'avait jamais éprouvé beaucoup de tolérance à l'égard de tout ce qui ressemblait à de l'impertinence, à de la vulgarité, à l'infériorité des talents, ou même à une différence de goût d'avec elle-même, était à cette époque particulièrement peu disposée, en raison de son manque d'entrain, à se plaire auprès des demoiselles Steele ou à encourager leurs avances. Et c'est à l'invariable froideur de son attitude envers elles, froideur qui enrayait toute tentative en vue de l'intimité de leur part, qu'Elinor attribua principalement cette préférence pour elle-même, qui devint bientôt manifeste dans leur façon à toutes deux, mais surtout dans celle de Lucie, laquelle ne manquait aucune occasion de l'attirer en conversation ou de s'efforcer à améliorer leur rapport en se communiquant leurs sentiments d'une façon franche et aisée. Lucie possédait une vivacité d'esprit naturelle. Ses remarques étaient souvent justes et amusantes, et comme compagne, pendant une demi-heure, Elinor la trouvait fréquemment amusante. Mais ses facultés n'avaient reçu aucune aide provenant de l'instruction. Elle était ignorante et illettrée, et son défaut de toute amélioration mentale, son manque d'informations touchant les détails les plus communs, ne purent être dissimulés à Miss Dashwood en dépit de ses efforts constants pour paraître à son avantage. Elinor s'aperçut, non sans la plaindre, de cet abandon dans lequel étaient restées des aptitudes que l'éducation aurait pu rendre si respectables. Mais elle vit avec moins de tendresse de sentiment le manque absolu de délicatesse, de droiture et de probité d'esprit que trahissaient ses attentions, ses assiduités, ses flatteries au cours de son séjour au parc. Et elle ne put goûter une satisfaction durable à la compagnie d'une personne qui joignait à l'ignorance le manque de sincérité, dont le défaut d'instruction les empêchait de se rencontrer en conversation sur un pied d'égalité et dont la conduite envers les autres rendait absolument sans valeur toute manifestation d'attention et de déférence envers elle. « Vous trouverez sans doute ma question bizarre, » lui dit un jour Lucie, tandis qu'elles allaient ensemble du parc à la maisonnette. « Mais voudriez-vous me dire si vous connaissez personnellement la mère de votre belle-sœur, Mrs. Ferrars ?» Elinor trouva en effet la question fort bizarre, et l'expression de son visage trahit sa surprise lorsqu'elle répondit qu'elle n'avait jamais vu Mrs. Ferrars. « Vraiment ?» repartit Lucie. « Voilà qui m'étonne, car je croyais que vous aviez dû la voir, parfois, à Norland. Alors, vous êtes peut-être incapable de me dire quel genre de femme c'est ?» « En effet, » répondit Elinor, trop prudente pour donner son opinion véritable sur la mère d'Edward, et peu désireuse de satisfaire ce qui semblait être une curiosité impertinente. « Je ne sais rien sur son compte. »« Je suis sûre que vous me trouvez fort étrange de vous interroger ainsi sur elle, » dit Lucie, examinant attentivement Elinor tout en parlant. « Mais peut-être y a-t-il des raisons ? Je voudrais pouvoir me hasarder. Toutefois, j'espère que vous me rendrez cette justice de croire que je n'ai pas l'intention d'être impertinente. » Elinor lui fit une réponse polie, et elles continuèrent à marcher quelques minutes en gardant un silence, interrompu par Lucie, qui reprit le sujet en disant, non sans quelque hésitation: « Je ne puis supporter que vous me croyiez d'une curiosité impertinente. Assurément, j'aimerais mieux faire tout au monde plutôt que d'être considérée comme telle par une personne dont la bonne opinion mérite, autant que la vôtre, qu'on se l'assure. Et je suis sûre que je n'aurai pas la moindre crainte de me confier à vous. En vérité, je serais ravie d'avoir vos conseils sur la façon de me comporter dans une situation aussi gênante que celle dans laquelle je me trouve. Mais il n'y a cependant pas lieu de vous importuner. Je regrette que vous ne vous trouviez pas connaître Mrs. Ferrars. »« Je le regrette aussi, » dit Elinor, fort étonnée. « S'il pouvait vous être utile en quoi que ce fût de connaître mon opinion sur elle. Mais en vérité, je n'ai jamais compris que vous eussiez aucun lien avec cette famille, et c'est pourquoi je suis un peu surprise, je l'avoue, d'une interrogation aussi sérieuse quant au caractère de cette dame. »« Sans doute l'êtes-vous, et assurément, cela ne m'étonne pas. Mais si j'osais tout vous dire, vous ne seriez pas aussi surprise.
Mrs. Ferrars ne met certainement rien pour le moment, mais il pourra venir un jour, la proximité de ce jour doit dépendre d'elle, où nous serons peut-être fort intimement liés. » Elle baissa les yeux en disant cela, aimablement timide, se contentant de lancer un regard en coulisses à sa compagne, afin d'en observer l'effet sur elle. « Grand Dieu !» s'écria Elinor. « Que voulez-vous dire ? Connaissez-vous monsieur Robert Ferrars ? Se peut-il ?» Et elle n'éprouva pas beaucoup d'enthousiasme à l'idée d'une pareille belle-sœur. « Non, » répondit Lucie, « pas monsieur Robert Ferrars. Je ne l'ai vu de ma vie, mais, fixant les yeux sur Elinor, je connais son frère aîné. » Ce qu'éprouva Elinor en cet instant, un étonnement qui eût été aussi douloureux qu'il était vif s'il n'avait été accompagné d'une incrédulité immédiate quant à cette affirmation. Elle se tourna vers Lucie en une stupéfaction silencieuse, incapable de deviner la raison ou l'objet d'une telle déclaration, et, bien que son teint se modifiât, elle resta ferme dans l'incrédulité, et ne se sentit en nul danger d'un accès d'hystérie ou de perte de connaissance. « C'est à bon droit que vous pouvez être surprise, » reprit Lucie, « car vous ne pouviez certes en avoir préalablement la moindre idée. Et je suppose bien qu'il n'en a jamais soufflé mot à vous, ni à personne de la famille, car cela devait rester à l'état de grand secret, lequel, j'en suis sûre, a été fidèlement gardé par moi jusqu'à cette heure. Pas une âme, parmi toutes nos connaissances, n'en a rien su, sauf Anne, et je ne vous en aurais jamais parlé si je n'avais compté le plus vigoureusement du monde sur votre discrétion. Et il m'a véritablement semblé que mon attitude, en vous posant tant de questions sur Mrs. Ferrars, devait paraître si bizarre qu'il fallait l'expliquer. Et je ne crois pas que M. Ferrars puisse être mécontent quand il saura que j'ai eu confiance en vous, parce que je sais qu'il a la meilleure opinion du monde de votre famille, et vous considère tout à fait, vous et les autres demoiselles d'Ashwood, comme ses propres sœurs. » Elle se tut. Elinor demeura quelques instants silencieuse. Son étonnement devant ce qu'elle avait entendu lui coupa d'abord la parole. Mais, se forçant enfin à parler, et à parler prudemment, elle dit, avec un calme de façon qui dissimulait assez bien sa peine et son inquiétude, « Puis-je vous demander si vos fiançailles remontent à longtemps ? » « Voilà 4 ans que nous sommes fiancés. »« 4 ans ? » ?»« Oui. » Elinor, bien qu'elle fût violemment scandalisée, se sentit encore incapable de le croire. « Je ne savais pas, » dit-elle, « jusqu'à l'autre jour, que vous le connussiez seulement. » « Notre connaissance, cependant, remonte à de nombreuses années. Il a été confié aux soins de mon oncle, voyez-vous, pendant un temps considérable. »« Votre oncle ? » ?»« Oui, Monsieur Pratt. »« L'avez-vous jamais entendu parler de Monsieur Pratt ? » ?»« Je crois que oui, » répondit Elinor, mettant en œuvre un courage qui allait croissant avec son émotion. « Il est resté 4 ans chez mon oncle, qui habite Longstaple, près de Plymouth. C'est là que nous avons noué connaissance, car ma sœur et moi, nous allions souvent chez mon oncle, et c'est là qu'eurent lieu nos fiançailles, bien que ce ne fût qu'1 an après qu'il eut quitté la maison en qualité d'élève. Mais, par la suite, il a été presque tout le temps auprès de nous. Il me répugnait fort d'échanger cette promesse de mariage, comme bien vous pensez, sans la connaissance et l'approbation de sa mère. Mais j'étais trop jeune, et je l'aimais trop pour être aussi prudente qu'il eût fallu. Bien que vous ne le connaissiez pas aussi bien que moi, Miss Dashwood, vous avez dû le fréquenter suffisamment pour sentir qu'il est fort capable de faire éprouver à une femme un attachement sincère pour lui. « Certainement, » répondit Elinor, sans savoir ce qu'elle disait. Mais, au bout d'un instant de réflexion, elle ajouta, avec un renouveau de confiance en l'honneur et en l'amour d'Edward et en le caractère mensonger de sa compagne. « Fiancée à Monsieur Edward Ferrars. Je m'avoue si totalement surprise de ce que vous me dites, que vraiment, je vous demande pardon, mais il doit sûrement y avoir quelque erreur de personne ou de nom. Il ne se peut pas que nous parlions du même Monsieur Ferrars. »« Nous ne pouvons vouloir parler de nul autre, » s'écria Lucie, souriant. « Monsieur Edward Ferrars.
Le fils aîné de Mrs. Ferrars, de Park Street, et le frère de votre belle-sœur, Mrs. John Dashwood. Telle est la personne dont je veux parler. Vous reconnaîtrez qu'il y a peu de chance pour que je me trompe sur le nom de l'homme de qui dépend tout mon bonheur. « Il est étrange, » répondit Elinor dans une perplexité fort douloureuse, « que je ne lui ai seulement jamais entendu prononcer votre nom. »« Non, étant donné notre situation, ce n'a pas été étrange. Notre premier soin a été de tenir l'affaire secrète. Vous ne connaissez rien de moi ni de ma famille, de sorte qu'il n'a jamais pu y avoir lieu de prononcer mon nom devant vous, et comme il craignait toujours tout particulièrement que sa sœur ne soupçonnât quelque chose, c'était là une raison suffisante pour qu'il ne le prononçât pas. » Elle se tut. L'assurance d'Elinor s'effondra, mais sa maîtrise de soi ne s'effondra pas en même temps. « Vous êtes fiancé depuis 4 ans ?» dit-elle d'une voix ferme. « Oui, et Dieu sait combien de temps il va nous falloir attendre encore. Pauvre Edward, cela le décourage complètement. » Puis, tirant de sa poche une petite miniature, elle ajouta « Pour empêcher toute possibilité d'erreur, soyez assez bonne pour regarder ce visage. Il ne le flatte pas, assurément, mais pourtant, je crois que vous ne pourrez vous méprendre sur la personne qu'il représente. Voilà 3 ans que je l'ai. » Elle le lui mit dans les mains tout en parlant, et lorsqu'Elinor vit le portrait, quelques doutes qu'eussent pu lui laisser en l'esprit sa crainte d'une décision trop hâtive ou son désir de découvrir un mensonge, elle n'en put éprouver aucun sur le fait que ce fût le visage d'Edward. Elle le restitua presque à l'instant, en avouant la ressemblance. « Je n'ai jamais pu, reprit Lucie, lui donner mon portrait en retour, ce qui me contrarie beaucoup, car il a toujours été si désireux de l'avoir. Mais je suis résolue à le faire faire dès la première occasion. »« Vous avez parfaitement raison, » répondit Elinor avec calme. Elles firent alors quelques pas en silence. Lucie fut la première à parler. « Assurément, dit-elle, je n'éprouve absolument aucun doute sur ce que vous ne gardiez fidèlement ce secret, parce que vous devez savoir combien il est important pour nous qu'il ne parvienne pas aux oreilles de sa mère, car elle n'y donnerait jamais son approbation, sans doute. Je n'aurai aucune fortune, et j'imagine qu'elle est une femme excessivement fière. »« Je n'ai certes pas cherché à vous tirer des confidences, » dit Elinor, « mais vous ne faites que me rendre justice en imaginant qu'on peut compter sur moi. Votre secret est en sûreté auprès de moi. Mais pardonnez-moi si j'exprime quelque surprise devant une communication aussi peu nécessaire. Vous avez au moins dû avoir le sentiment que le fait, pour moi, de la connaître, ne pouvait pas ajouter à sa sécurité. » En disant cela, elle regarda intensément Lucie, avec l'espoir de découvrir quelque chose dans sa physionomie, peut-être la fausseté de la majeure partie de ce qu'elle avait dit. Mais le visage de Lucie ne subit aucun changement. « J'avais peur que vous ne pensiez que je prenais une grande liberté avec vous, » dit-elle, « en vous disant tout cela. Je ne vous connais pas depuis longtemps, certes, tout au moins personnellement. Mais il y a fort longtemps que je vous connais, ainsi que toute votre famille, par les descriptions qui m'en ont été faites. Et dès que je vous ai vu, j'ai presque eu le sentiment que vous étiez une vieille connaissance. D'ailleurs, dans le cas présent, il m'a réellement semblé qu'une explication vous était due, après que j'eusse posé des questions aussi pertinentes sur la mère d'Edward. Et j'ai le malheur de n'avoir pas un être à qui je puisse demander conseil. Anne est la seule personne qui soit au courant, et elle ne possède aucun jugement. En vérité, elle me fait beaucoup plus de mal que de bien, car je suis constamment dans la crainte qu'elle ne me trahisse. Elle ne sait pas tenir sa langue, comme vous avez dû vous en apercevoir, et je suis sûre d'avoir eu l'autre jour la plus grosse frayeur du monde quand le nom d'Edward a été prononcé par Sir John, de peur qu'elle ne contât toute l'histoire. Vous ne vous imaginez pas ce que tout cela me fait souffrir en esprit. Je m'étonne seulement d'être encore en vie après tout ce que j'ai souffert pour l'amour d'Edward au cours de ces 4 dernières années. Tout est en suspens, et si incertain, et nous nous voyons si rarement. Nous ne pouvons guère nous rencontrer plus de 2 fois par an. Assurément, je m'étonne que mon cœur ne soit pas complètement brisé.
Elle tira alors son mouchoir, mais Elinor ne ressentit pas beaucoup de compassion. « Parfois, reprit Lucie, après s'être essuyé les yeux, je me demande s'il ne vaudrait pas mieux, pour lui comme pour moi, rompre complètement. » En disant cela, elle regarda sa compagne bien en face. « Mais alors, à d'autres moments, je n'ai pas assez de résolution pour cela. Je ne puis supporter l'idée de le rendre si malheureux, comme il le serait, j'en suis sûre, si je faisais seulement mention d'une chose pareille. Et pour moi-même aussi, il m'est tellement cher. Je ne crois pas que j'en aurais le courage. Que me conseilleriez-vous de faire en un cas pareil, Miss Dashwood? Que feriez-vous vous-même? » « Pardonnez-moi, répondit Elinor, surprise par cette question, mais je ne puis vous donner aucun conseil en des circonstances pareilles. Il faut que ce soit votre propre jugement qui vous dirige. »« Assurément, reprit Lucie, après quelques minutes de silence de part et d'autre. Sa mère devra l'établir un jour ou l'autre. Mais comme ce pauvre Edward est abattu à ce sujet, vous ne l'avez pas trouvé affreusement découragé quand il était à Barton? Il était tellement malheureux quand il nous a quittés à Longstaple pour aller chez vous, que je craignais que vous ne le trouviez véritablement malade. »« Il venait donc de chez votre oncle quand il est venu nous voir? »« Oh oui, il avait séjourné une quinzaine chez nous. Vous croyez qu'il venait tout droit de Londres? » ?»« Non, répondit Elinor, dont l'émotion était particulièrement sensible à toute circonstance nouvelle en faveur de la véracité de Lucie. Je me souviens qu'il nous a dit qu'il avait passé 15 jours chez des amis près de Plymouth. Elle se souvint aussi de sa propre surprise sur le moment, de ce qu'il n'eût rien dit de plus au sujet de ses amis et de son silence total même quant à leur nom. « L'avez-vous trouvé lamentablement à court d'entrain ?» répéta Lucie. « En effet, en particulier lors de son arrivée. Je l'ai supplié de faire un effort, de peur que vous ne soupçonniez ce qui se passait, mais cela l'a rendu si mélancolique de ne pouvoir rester plus d'une quinzaine auprès de moi et de me voir tellement affectée. Pauvre garçon, je crains qu'il n'en soit encore de même pour lui à présent, car il écrit avec un découragement affreux. J'ai reçu une lettre de lui juste avant mon départ d'Exeter. » Tirant une lettre de sa poche et en montrant négligemment la suscription à Elinor. « Vous connaissez son écriture, sans doute, et elle est vraiment charmante. Mais cette adresse n'est pas aussi bien écrite que d'ordinaire. Il était fatigué, sans doute, car il venait de remplir le plus possible de feuillets qu'il me destinait. » Elinor vit que c'était son écriture, et il ne lui fut plus possible de douter. Le portrait, elle s'était autorisée à le croire, avait pu être obtenu accidentellement. Il pouvait n'être pas un cadeau d'Edward, mais une correspondance entre eux, par lettres, ne pouvait subsister qu'en supposant des fiançailles positives, ne pouvait être autorisée par rien d'autre. Pendant quelques instants, elle fut presque accablée, son cœur s'effondra en elle, et elle put à peine se tenir debout. Mais il était indispensable qu'elle fît un effort, et elle lutta si résolument contre l'oppression de ses sentiments que son succès fut rapide et, pour l'instant, complet. « Nous écrire l'un à l'autre, » dit Lucie, remettant la lettre dans sa poche. « C'est le seul réconfort que nous ayons dans ces longues séparations. Oui, j'ai pourtant, moi, un autre réconfort. Son portrait. Mais le pauvre Edward n'a même pas celui-là. Si seulement il avait mon portrait, il serait tranquille, dit-il. Je lui ai donné une mèche de mes cheveux, montée dans une bague, la dernière fois qu'il a séjourné à Longstaple, et cela a été pour lui une petite consolation, a-t-il dit, encore que faible en comparaison d'un portrait. Peut-être avez-vous remarqué cette bague quand vous l'avez vue? » « En effet, » dit Elinor d'une voix calme, sous laquelle se dissimulaient un émoi et une tristesse qui dépassaient tout ce qu'elle eût encore jamais ressenti. Elle était mortifiée, scandalisée, confondue. Heureusement pour elle, elles étaient alors parvenues à la maisonnette, et la conversation ne pouvait pas être poursuivie.
Après être restés quelques minutes avec elle, les demoiselles Steele retournèrent au parc. Et Elinor eut alors loisir de réfléchir et d'être malheureuse. Chapitre 23. Quelque faible que pût être, d'une façon générale, la confiance d'Elinor en la véracité de Lucie, il lui fut impossible, après avoir réfléchi sérieusement, de la soupçonner dans le cas présent, où aucune tentation ne pouvait justifier la folie qu'il y aurait à inventer un mensonge d'une telle envergure. Ce que Lucie avait affirmé être vrai, donc, Elinor n'en osait plus douter, d'autant plus que tout était étayé de toutes parts par de telles probabilités et de telles preuves, et n'était contredit par rien, en dehors de ses propres désirs. L'occasion de leur connaissance chez M. Pratt constituait un fondement pour le reste, à la fois indiscutable et inquiétant. Et la visite d'Edward aux environs de Plymouth, son état d'esprit mélancolique, le mécontentement que lui donnaient ses propres perspectives d'avenir, son attitude incertaine envers elle, la connaissance intime manifestée par les demoiselles Steele au sujet de Norland et de leurs liens de famille, qui l'avaient souvent surprise, le portrait, la lettre, la bague, tout cela réuni formait un ensemble de témoignages qui anéantissaient toute crainte de le condamner injustement et établissait comme un fait qu'aucune partialité ne pouvait écarter la façon indigne dont il l'avait traité. Son ressentiment devant une telle conduite, son indignation d'en avoir été dupe, furent telles que, pour quelques instants brefs, elle se sentit seule en cause. Mais d'autres idées, d'autres considérations se présentèrent bientôt. Edward l'avait-il trompée intentionnellement ? Avait-il feint pour elle une affection qu'il n'éprouvait pas ? Ses fiançailles avec Lucie étaient-elles des fiançailles du cœur ? Non. Quoi qu'elles eussent pu être jadis, elle ne pouvait pas croire qu'elles le fussent à présent. L'affection d'Edward lui était entièrement acquise. Sur ce point, elle n'avait pu être dupée. Sa mère, ses sœurs, Fanny, toutes avaient eu conscience des sentiments qu'il éprouvait pour elle à Norland. Ce n'était pas une illusion de sa propre vanité. Il l'aimait certainement. Comme cette persuasion fut un adoucissement pour son cœur, que ne pouvait-elle la tenter de pardonner ? Il avait été répréhensible de sa part, hautement répréhensible, de rester à Norland après qu'il avait commencé à sentir que son influence sur lui était supérieure à ce qu'elle devait être. En vérité, sa conduite était indéfendable. Mais s'il lui avait fait du mal, comme il s'en était fait davantage à lui-même. Si le cas d'Elinor était pitoyable, celui d'Edward était désespéré. Son imprudence l'avait rendu malheureux pour quelque temps, mais elle semblait l'avoir privé, lui, de toute chance de connaître jamais autre chose que le malheur. Elle pourrait, avec le temps, retrouver la tranquillité. Mais lui, qu'avait-il comme perspective d'avenir ? Pourrait-il être jamais raisonnablement heureux avec Lucie Steele ? Pourrait-il, en mettant hors de cause son affection pour elle-même, et compte tenu de sa probité, de sa délicatesse et de son esprit bien formé, se satisfaire d'une femme comme elle, illettrée, artificieuse et égoïste ? L'engouement juvénile de la 19e année devait naturellement l'avoir rendue aveugle à tout ce qui n'était pas sa beauté et son amabilité. Mais les 4 années suivantes, années qui, si elles sont passées d'une façon rationnelle, améliorent tellement l'entendement, devaient lui avoir ouvert les yeux à ses défauts d'éducation. Cependant que cette même période de temps passée, quant à elle, parmi une compagnie inférieure et à des occupations plus frivoles, l'avait peut-être dépouillée de cette simplicité qui avait pu donner jadis un caractère intéressant à sa beauté. Si, dans l'hypothèse où il eût cherché à l'épouser, elle, Elinor, les difficultés à prévoir de la part de sa mère avaient paru considérables, comme elles devaient à présent, en toute probabilité, être plus grandes, alors que l'objet de sa promesse lui était indubitablement inférieur par les liens de famille, et sans doute par la fortune.
Ces difficultés, à vrai dire, avec un cœur si étranger à Lucie, pouvaient bien ne pas peser trop lourdement sur sa patience. Mais combien mélancolique était l'état de la personne pour qui l'attente de l'opposition familiale pouvait être ressentie comme un soulagement. Tandis que ces considérations se présentaient à elle en une succession douloureuse, elle versa plus de larmes sur lui que sur elle-même. Soutenue par la conviction de n'avoir rien fait qui méritât son malheur actuel et consolée par la croyance qu'Édouard n'avait rien fait pour forfaire à son estime, elle se dit qu'elle pourrait, dès maintenant, sous la première douleur cuisante de ce coup affreux, se maîtriser suffisamment pour garder sa mère et ses sœurs de tout soupçon de la vérité. Et elle parvint à répondre si bien à sa propre attente que lorsqu'elle les rejoignit au dîner, 2 heures seulement après avoir commencé à subir l'extinction de tous ses espoirs les plus chers, personne n'eût supposé, d'après l'aspect des sœurs, qu'Élinor pleura en secret sur des obstacles qui devaient la séparer à jamais de l'objet de son amour, et que Marianne s'appesantit intérieurement sur les perfections d'un homme dont elle se sentait entièrement posséder le cœur, et qu'elle s'attendait à voir dans chacune des voitures qui passaient à proximité de leur maison. La nécessité de cacher à sa mère et à Marianne ce qui lui avait été confié sous le sceau du secret ne fut pas pour Élinor, bien qu'elle l'obligeât à des efforts incessants, une aggravation de sa douleur. Au contraire, ce lui fut un soulagement de se voir épargner la communication de ce qui leur causerait tant de chagrin et de n'être pas contrainte non plus d'entendre la condamnation d'Édouard, laquelle déborderait probablement de l'excès de leur affection partiale pour elle et qu'elle se sentait incapable de supporter. Elle savait qu'elle ne pouvait recevoir nul secours de leur avis, ni de leur conversation. Leur tendresse et leur douleur ne feraient qu'ajouter à sa détresse, alors que sa maîtrise de soi ne recevrait d'encouragement ni de leur exemple, ni de leur louange. Elle était plus forte seule, et son propre bon sens la soutint si bien que sa fermeté fut aussi inébranlée, son apparence de gaieté aussi invariable, qu'il leur était possible de l'être sous le poids de regrets aussi poignants et aussi frais. Quelles qu'eussent été les souffrances que lui avait causées sa première conversation avec Lucie sur ce sujet, elle éprouva bientôt un vif désir de la renouveler, et cela pour plus d'une raison. Elle voulait entendre répéter de nombreux détails touchant leur fiançailles. Elle voulait comprendre plus clairement ce que ressentait réellement Lucie pour Édouard. S'il y avait quelque manque de sincérité dans sa déclaration de tendre affection pour lui. Et elle désirait tout particulièrement convaincre Lucie, par son empressement à revenir sur la question, et le calme avec lequel elle s'en entretiendrait, qu'elle ne s'y intéressait qu'à titre d'amie, ce qui, craignait-elle, devait être resté pour le moins douteux après son agitation involontaire lors de leur entretien de la matinée. Que Lucie fût disposée à être jalouse d'elle, voilà qui lui paraissait fort probable. Il était évident qu'Édouard avait toujours parlé en chantant ses louanges. Cela résultait non pas simplement de l'affirmation de Lucie, mais de ce qu'elle se fût hasardée à lui confier, après une durée si courte de connaissances personnelles, son secret de son propre aveu aussi manifestement important. Et même le renseignement donné en plaisantant par Sir John devait avoir été de quelque poids, mais, en vérité, tandis qu'Élinor demeurait tellement assurée en son fort intérieur d'être réellement aimée d'Édouard, point n'était besoin d'autre considération de probabilité pour qu'elle trouvât naturel que Lucie fût jalouse. Et qu'elle le fût, sa confidence même en fournissait la preuve. Quelle autre raison pouvait-il y avoir à la révélation de l'affaire que de faire connaître ainsi à Élinor les droits supérieurs de Lucie sur Édouard et de lui apprendre à l'éviter à l'avenir? Elle eut peu de difficulté à pénétrer jusque-là les intentions de sa rivale, et si elle était fermement résolue à agir envers elle comme le dictaient tous les principes de l'honneur et de l'honnêteté, à combattre sa propre affection pour Édouard et à le voir aussi peu que possible, elle ne pouvait se refuser la consolation d'essayer de convaincre Lucie de ce que son cœur était sans blessure. Et comme elle ne pouvait maintenant avoir à entendre sur ce sujet rien de plus douloureux que ce qui lui avait déjà été dit,
elle ne douta pas qu'il ne lui fût possible de subir avec calme une répétition des détails. Mais ce ne fut pas immédiatement qu'elle put trouver l'occasion de le faire, bien que Lucie fût aussi bien disposée qu'elle à profiter de toute possibilité qui se présenterait. Car il ne fit pas souvent assez beau pour qu'elles pussent faire ensemble une promenade dans laquelle elles auraient le plus de facilité pour se séparer des autres. Et quoiqu'elles se vissent au moins un soir sur deux, soit au parc, soit à la maisonnette, et principalement dans la première de ces deux maisons, on ne pouvait pas supposer qu'elles se rencontrassent pour causer. Une telle pensée ne serait jamais venue en tête à Sir John ni à Lady Middleton, et c'est pourquoi l'on n'accordait que fort peu de loisirs à la causerie générale et pas du tout aux entretiens particuliers. Ils se rencontraient pour manger, pour boire et pour rire ensemble, pour jouer aux cartes, aux conséquences ou à tout autre jeu suffisamment bruyant. 2 ou 3 réunions de ce genre avaient eu lieu, sans offrir à Elinor aucune possibilité d'un entretien particulier avec Lucie. Lorsque Sir John se présenta un matin à la maisonnette pour les supplier, au nom de la charité, de dîner toutes avec Lady Middleton le lendemain, car il était obligé d'aller à son club à Exeter, et elle serait, sans cela, toute seule, à l'exception de sa mère et de demoiselle Steele. Elinor, qui prévit une meilleure possibilité pour la fin qu'elle avait en vue, dans une réunion telle que le serait sans doute celle-ci, où elle serait plus libre entre elles, sous la direction paisible et bienséante de Lady Middleton, que lorsque son mari les réunissait dans un dessein unique et bruyant, accepta immédiatement l'invitation. Margaret, avec la permission de sa mère, s'y plia de même. Et Marianne, bien qu'il lui répugnât toujours de se joindre à aucune de leurs réunions, fut persuadée par sa mère, qui ne pouvait supporter de la voir s'isoler de toute chance d'amusement, d'y aller également. Les jeunes filles s'y rendirent, et Lady Middleton fut heureusement préservée de la solitude affreuse qui l'avait menacée. L'insipidité de la réunion fut exactement telle que l'avait prévue Elinor. Elle ne produisit pas une seule nouveauté de pensée ou d'expression, et rien ne pouvait être moins intéressant que l'ensemble de leurs entretiens, aussi bien dans la salle à manger qu'au salon. Les enfants les accompagnèrent dans cette dernière pièce, et tant qu'ils y demeurèrent, elle fut trop convaincue de l'impossibilité d'engager l'attention de Lucie pour tenter de le faire. Ils ne le quittèrent que lorsqu'on desservit le thé. La table de jeu fut alors mise en place, et Elinor commença à s'émerveiller elle-même d'avoir jamais entretenu l'espoir de trouver le temps pour une conversation au parc. Elles se levèrent toutes, afin de se préparer à une partie en commun. « Je suis contente, dit Lady Middleton à Lucie, que vous ne terminiez pas ce soir le panier de cette pauvre petite Anna-Maria, car je suis sûre que cela doit vous fatiguer les yeux de faire un ouvrage en filigrane à la lumière des chandelles. Et nous donnerons une compensation à cette petite cocotte chérie pour sa déception de demain, de sorte que j'espère qu'elle n'aura pas trop de chagrin. » Cette indication fut suffisante. Lucie se ressaisit à l'instant et répondit. « En vérité, vous vous trompez, Lady Middleton. J'attends simplement pour savoir si vous pouvez constituer votre groupe sans moi, sinon je me serais déjà mise à mon ouvrage en filigrane. Je ne voudrais, pour rien au monde, causer de déception à ce petit ange, et si vous avez besoin de moi, maintenant, à la table de jeu, je suis résolue à terminer le panier après le souper. Vous êtes bien gentille. J'espère que cela ne vous fera pas mal aux yeux. Voudriez-vous sonner pour qu'on apporte des bougies pour la table à ouvrage ? Ma pauvre petite fille, je le sais, serait fort déçue si le panier n'était pas terminé demain. Car, bien que je lui ai dit qu'il ne le serait certainement pas, elle compte qu'il sera achevé. » Lucie tira aussitôt à elle sa table à ouvrage et se rassit avec un empressement qui semblait dénoter qu'elle ne pouvait goûter à un plus grand délice qu'à celui de faire un panier en filigrane pour une enfant gâtée. Lady Middleton proposa aux autres un robre de Cassino. Personne n'y souleva d'objection, sauf Marianne qui, avec son absence de respect habituel pour les formes de la civilité générale, s'écria « Milady aura la bonté de m'excuser. Elle sait que je déteste les cartes. Je vais me mettre au pianoforte. Je n'y ai pas touché depuis qu'il a été accordé. » Et, sans plus de cérémonie, elle s'éloigna
et se dirigea vers l'instrument. Lady Middleton prit un air qui signifiait qu'elle remerciait le ciel de n'avoir jamais dit une chose aussi impolie. « Marianne est incapable de rester longtemps éloignée de cet instrument. Voyez-vous, madame, dit Elinor, s'efforçant de mettre du baume sur la blessure. Et cela ne m'étonne guère, car c'est le pianoforte qui possède le meilleur son que j'ai jamais entendu. » Les 5 autres devaient alors tirer leurs cartes. « Peut-être, reprit Elinor, si la coupe me désignait pour sortir du jeu, pourrais-je être de quelque utilité à Miss Lucy Steele en lui roulant ses papiers. Il y a encore tant d'ouvrages pour finir le panier, qu'il doit être impossible qu'avec son travail seul, elle l'achève ce soir. Cet ouvrage me plairait énormément, si elle veut bien me permettre d'y prendre part. »« Vraiment, je vous serais fort obligée de votre aide, » s'écria Lucie, « car je constate qu'il y a plus à faire que je ne le croyais. Et il serait vraiment désolant d'infliger, malgré tout, une déception à cette chère Anna Maria. »« Oh, voilà qui serait terrible, en effet, dit Miss Steele. Pauvre petite âme, comme je l'aime, vraiment. »« Vous êtes fort aimable, » dit Lady Middleton à Elinor. « Et comme cet ouvrage vous plaît réellement, peut-être vous agréera-t-il autant de n'entrer dans le jeu qu'au robre suivant. Ou bien voulez-vous courir votre chance maintenant ?» Elinor profita joyeusement de la première de ces propositions, et ainsi, grâce à un peu de cette adresse que Marianne ne pouvait jamais condescendre à pratiquer, elle parvint à ses propres fins tout en faisant plaisir à Lady Middleton. Lucie lui fit place avec empressement, et les 2 belles rivales furent ainsi assises côte à côte à la même table et occupées avec toute l'harmonie possible à faire progresser le même ouvrage. Le pianoforte, devant lequel Marianne, absorbée dans sa propre musique et ses propres pensées, avait déjà oublié qu'il y eut quelqu'un dans la pièce, outre elle-même, était heureusement si près d'elle que Miss Dashwood jugea qu'elle pouvait maintenant, en toute sécurité, sous le couvert de son bruit, aborder le sujet intéressant, sans aucun risque d'être entendue de la table à jeu. Chapitre 24. D'une voix ferme, quoique prudente, Elinor commença ainsi. « Je mériterais mal la confiance dont vous m'avez honorée si je n'éprouvais aucun désir de l'avoir poursuivie, ni aucune curiosité complémentaire à ce sujet. Je ne m'excuserai donc pas de l'aborder à nouveau. »« Je vous remercie, » s'écria chaleureusement Lucie, « d'avoir rompu la glace. Vous avez ainsi rassuré mon cœur, car je craignais, d'une façon ou d'une autre, de vous voir offensé par ce que je vous ai dit ce lundi-là. »« M'offenser ? Comment avez-vous pu le supposer ? Croyez-moi, » et Elinor prononça ces mots avec la sincérité la plus complète. « Rien ne pouvait être plus éloigné de mon intention que de vous donner une telle idée. Pouviez-vous avoir, pour cette confiance, un motif qui ne fût pas honorable et flatteur pour moi ? » « Et pourtant, je vous assure bien, » repartit Lucie, dont les petits yeux vifs étaient pleins de signification, « qu'il semblait y avoir dans vos façons une froideur et un déplaisir qui m'ont mise fort mal à l'aise. Je me disais que vous deviez sûrement m'en vouloir, et je me suis gourmandée depuis lors d'avoir pris la liberté de vous importuner de mes affaires. Mais je suis très contente de constater que ce n'était que ma propre imagination, et qu'en réalité vous ne m'en voulez pas. Si vous saviez quelle consolation cela a été pour moi de soulager mon cœur en vous parlant de ce à quoi je pense à chaque instant de ma vie, votre compassion vous porterait assurément à fermer les yeux sur tout le reste. En vérité, je crois aisément que cela a été pour vous un grand soulagement de m'avouer votre situation, et soyez assurés que vous n'aurez jamais lieu de vous en repentir. Votre cas est fort malheureux. Vous me paraissez entouré de difficultés et vous aurez besoin de toute votre affection mutuelle pour vous soutenir sous leurs faits. Monsieur Ferrars, à ce que je crois, est entièrement sous la dépendance de sa mère. Il ne possède que 2000 livres en propre. Ce serait folie de sa part de se marier dans ces conditions, bien que, pour ma part, je sois prête à renoncer volontiers, sans un soupir, à toute perspective d'une fortune plus considérable. J'ai toujours été habituée à un revenu fort mince, et je pourrais lutter pour lui, contre toute pauvreté. Mais je l'aime trop pour être le moyen égoïste de le dépouiller, peut-être,
de tout ce que sa mère pourrait lui donner s'il se mariait de façon à lui plaire. Il faut que nous attendions, peut-être de longues années. Avec presque tout autre homme au monde, ce serait là une perspective alarmante, mais rien ne pourra me priver, je le sais, de l'affection et de la constance d'Edward. Cette conviction doit vous tenir lieu de tout, et il est certainement soutenu par la même confiance en la vôtre. Si la force de votre attachement réciproque avait fait défaut, comme elle le ferait tout naturellement chez bien des gens et dans bien des circonstances, au cours de fiançailles de quelques années, votre situation aurait été, certes, digne de pitié. À ces mots, Lucie leva les yeux, mais Elinor prit soin de garder son visage de toute expression qui pût donner à ses paroles une tendance suspecte. « L'amour d'Edward pour moi, dit Lucie, a été passablement mis à l'épreuve par notre longue absence, si longue, depuis l'échange de notre première promesse. Et il a si bien résisté à cette épreuve que je serais impardonnable d'en douter maintenant. Je puis dire en toute sécurité qu'il ne m'a jamais donné, depuis le début, un seul instant de crainte à ce sujet. » Elinor ne sut guère si elle devait sourire ou soupirer devant cette affirmation. Lucie reprit. « Je suis plutôt d'un tempérament jaloux, aussi par nature, et en raison de notre situation différente dans la vie, de ce qu'il a été beaucoup plus mêlé au monde que moi, et de notre séparation continuelle. Étais-je suffisamment portée au soupçon pour avoir découvert la vérité en un instant, s'il y avait eu le moindre changement dans son attitude envers moi quand nous nous sommes revus, ou tout découragement que je n'aurais pu m'expliquer, ou s'il avait plus parlé d'une dame que d'une autre, ou paru en quoi que ce fût moins heureux à Longstaple qu'il ne l'était jadis. Je ne prétends pas dire que je sois particulièrement observatrice ou perspicace en général, mais dans un cas semblable, je suis sûre que je ne saurais me méprendre. » Tout cela, se dit Elinor, est fort joli, mais cela ne saurait nous en imposer, ni à l'une, ni à l'autre. Mais, dit-elle, après un bref silence, quelles sont vos intentions? Ou n'en avez-vous aucune, si ce n'est d'attendre le décès de Mrs. Ferrars, ce qui est une extrémité mélancolique et révoltante? Son fils est-il résolu à s'y soumettre, et à subir tout l'ennui des nombreuses années d'indécision auxquelles cela peut vous entraîner, plutôt que de courir le risque de son déplaisir momentané en avouant la vérité? Si nous pouvions être certains qu'il ne serait que momentané. Mais Mrs. Ferrars est une femme fort obstinée et orgueilleuse, et, dans son premier accès de colère en l'apprenant, elle assurerait probablement toute sa fortune à Robert. Cette idée-là, par égard pour Edward, m'inspire des craintes qui dissipent toute mon inclination pour des mesures précipitées. Et par égard pour vous, aussi, sinon vous pousseriez votre désintéressement au-delà de la raison. Lucie regarda de nouveau Elinor et se tut. « Connaissez-vous monsieur Robert Ferrars ?» demanda Elinor. « Pas du tout, je ne l'ai jamais vu, mais je m'imagine qu'il est tout différent de son frère, bête et avantageux. »« Avantageux » répéta Miss Steele, dont l'oreille avait perçu ce mot grâce à un silence soudain dans la musique de Marianne. « Ah, elle parle de leur soupirant préféré, je le suppose. »« Non, ma sœur, s'écria Lucie, là tu te trompes. Nos soupirants préférés ne sont pas des avantageux. »« Je puis affirmer que celui de Miss Dashwood n'en est pas un, » dit Mrs. Jennings, riant de bon cœur, car c'est l'un des jeunes hommes les plus modestes et les plus gentils que j'ai jamais vus. Mais quant à Lucie, c'est une petite personne tellement rusée qu'il n'y a pas moyen de découvrir qui elle aime. « Oh !» s'écria Miss Steele, se retournant pour leur lancer un regard significatif. « Je suppose que le soupirant de Lucie est tout aussi modeste et gentil que celui de Miss Dashwood. » Elinor rougit, malgré elle. Lucie se mordit la lèvre et regarda sa sœur avec colère. Il s'établit entre elles un silence de quelques instants. Lucie fut la première à y mettre fin en disant, sur un ton plus bas, bien que Marianne leur donnât à ce moment la puissante protection d'un concerto magnifique, « Je vais vous faire part honnêtement d'un projet qui m'est récemment venu en tête, pour arriver à une décision.
En vérité, il faut que je vous admette dans le secret, car vous y êtes directement intéressé. Je suppose que vous avez suffisamment fréquenté Edward pour savoir qu'il préférerait l'Église à toute autre profession. Or, mon projet, c'est qu'il entre dans les ordres le plus tôt possible, et alors, grâce à l'intérêt que vous lui portez, intérêt que, j'en suis sûre, vous auriez l'amabilité de mettre en œuvre par amitié pour lui, et, je l'espère, par quelque égard pour moi, votre frère pourrait se laisser persuader de lui confier la cure de Norland, laquelle, paraît-il, est très bonne, et dont le titulaire actuel ne vivra probablement plus longtemps. Cela suffirait pour nous permettre de nous marier, et nous pourrions nous en remettre au temps et à la chance, quant au reste. « Je serai toujours heureuse, » répondit Elinor, « de manifester toute marque de mon estime et de mon amitié pour M. Ferrars. Mais ne vous rendez-vous pas compte que mon influence en semblable occurrence serait parfaitement superflue? Il est le frère de Mrs. John Dashwood. Ce doit être là une recommandation suffisante pour son mari. Mais Mrs. John Dashwood n'approuverait guère l'entrée d'Edward dans les ordres. Alors, je soupçonne plutôt que l'intérêt que je pourrais lui porter serait de bien peu d'effet. Elles restèrent de nouveau silencieuses pendant de longues minutes. Enfin, Lucie s'écria avec un profond soupir. « Je crois que le plus sage serait de mettre fin immédiatement à l'affaire en rompant les fiançailles. Nous semblons tellement entourés de difficultés de tous côtés que, bien que cela dût nous rendre malheureux sur le moment, nous serions peut-être plus heureux en fin de compte. Mais vous ne voulez pas me donner votre conseil, Miss Dashwood? »« Non, » répondit Elinor avec un sourire qui dissimulait des sentiments fort agités. « Sur un pareil sujet, je ne vous en donnerai certainement pas. Vous savez fort bien que mon opinion n'aurait, pour vous, aucun poids, à moins qu'elle ne coïncidât avec vos désirs. »« En vérité, vous me jugez mal, » répondit Lucie, avec beaucoup de solennité. « Je ne connais personne dont je place le jugement aussi haut que le vôtre, et je crois véritablement que si vous me disiez « Je vous conseille certes de mettre fin à vos fiançailles avec Edward Ferrars, ce sera plus conforme à votre bonheur, à l'un et à l'autre, je me résoudrais à le faire aussitôt. » Elinor rougit du manque de sincérité de l'épouse future d'Edward, et répondit: « Ce compliment m'effaroucherait efficacement, au point de m'empêcher de donner aucun avis sur la question, si j'en avais conçu un. Il place bien trop haut mon influence. Le pouvoir de séparer deux personnes aussi tendrement attachées, c'est trop pour un indifférent. »« C'est parce que vous êtes quelqu'un d'indifférent, » dit Lucie, non sans une légère pique, et insistant d'une façon particulière sur ses paroles, « que votre jugement pourrait précisément avoir pour moi un tel poids. S'il était possible de supposer que vous eussiez un parti pris quelconque, en raison de vos propres sentiments, votre opinion ne vaudrait pas la peine qu'on l'obtînt. » Elinor estima que le plus sage était de ne faire aucune réponse à cette remarque, de peur qu'elles ne s'induisissent mutuellement à un surcroît, peu convenable, d'aisance et d'absence de réserve, et elle était même partiellement décidée à ne plus jamais aborder ce sujet. Aussi, un nouveau silence, long de nombreuses minutes, succéda-t-il à ces paroles, et Lucie fut encore la première à y mettre fin. « Serez-vous à Londres cet hiver, Miss Dashwood ?» dit-elle, avec toute sa suffisance accoutumée. « Certainement non. »« Je le regrette fort, » repartit l'autre, cependant que ses yeux prenaient un éclat plus vif à cette nouvelle. « Cela m'aurait fait un tel plaisir de vous y voir, mais sans doute y irez-vous, malgré tout. Assurément, votre frère et votre sœur vous prieront d'aller les voir. » « Il ne sera pas en mon pouvoir d'accepter leur invitation, même s'il me convient. »« Comme cela est malencontreux. J'avais véritablement compté vous y voir. Anne et moi, nous devons aller vers la fin de janvier chez des parents qui réclament notre visite depuis plusieurs années. Mais moi, je n'y vais que pour avoir l'occasion de voir Edward. Il y sera en février. Sinon, Londres n'aurait pas de charme pour moi. Je n'ai pas le cœur à cela. » Elinor fut bientôt appelée à la table de jeu par la terminaison du premier obre, et l'entretien confidentiel des deux dames arriva ainsi à sa fin, à laquelle
elles se soumirent l'une et l'autre sans répugnance, car rien n'avait été dit, de part ou d'autre, qui les incitât à moins se déplaire mutuellement qu'elles ne l'avaient fait au préalable. Et Elinor prit place à la table de jeu, avec la conviction mélancolique que non seulement Edward était sans affection pour la personne qui devait devenir sa femme, mais qu'il n'avait même aucune chance de jouir, dans le mariage, d'un bonheur raisonnable, que lui aurait donné une affection sincère de la part de Lucie, car l'intérêt personnel seul pouvait induire une femme à obliger un homme à tenir une promesse de mariage dont, elle semblait en avoir parfaitement conscience. Il était là. Dès lors, ce sujet ne fut plus jamais repris par Elinor, et quand il fut remis sur le tapis par Lucie, qui manquait rarement une occasion de l'aborder, et prenait particulièrement soin d'informer sa confidente de son bonheur chaque fois qu'elle recevait une lettre d'Edward, il fut traité par celle-là avec calme et prudence, et écarté dès que le permettait la civilité. Car il lui semblait que de telles conversations étaient une faveur que Lucie ne méritait pas, et étaient dangereuses pour elle-même. Le séjour des demoiselles Steele à Barton Park fut prolongé bien au-delà de ce que prévoyait leur invitation primitive. Leur faveur s'accrut. On ne pouvait se passer d'elles. Sir John ne voulut pas entendre parler de leur départ, et, en dépit de leurs engagements nombreux et depuis longtemps convenus à Exeter, en dépit de la nécessité absolue dans laquelle elles étaient d'y rentrer immédiatement afin de les tenir, nécessité qui était en pleine vigueur à la fin de chaque semaine, elles se laissèrent persuader de rester près de 2 mois au parc et d'assister à la célébration congrue de cette fête qui exige une part plus qu'ordinaire de bals privés et de grands dîners pour en proclamer l'importance. Chapitre 25. Bien que Mrs. Jennings eût l'habitude de passer une bonne partie de l'année chez ses enfants et chez ses amis, elle n'était pas sans posséder elle-même une habitation bien établie. Depuis la mort de son mari, qui avait tenu avec succès un commerce dans une partie moins élégante de la ville, elle habitait tous les ans, en hiver, une maison dans l'une des rues voisines de Portman Square. C'est vers cette demeure qu'elle commença, aux approches de janvier, à tourner ses pensées, et un jour, à brûle-pourpoint, et d'une façon fort inattendue pour elle, elle pria les 2 aînées des demoiselles Dashwood de l'y accompagner. Elinor, sans remarquer le changement de teint de sa sœur et le regard chargé d'animation qui n'exprimait nulle indifférence à ce projet, y opposa immédiatement, pour elles deux, un refus reconnaissant mais absolu, dans lequel elle croyait exprimer leur penchant conjoint. La raison alléguée fut leur résolution bien prise de ne pas quitter leur mère à cette époque de l'année. Mrs. Jennings accueillit ce refus avec quelque surprise et répéta aussitôt son invitation. « Grand Dieu, je suis sûre que votre mère peut fort bien se passer de vous, et je vous prie instamment de m'accorder le plaisir de votre compagnie, car j'y suis fermement décidée. Ne vous imaginez pas que vous m'imposerez quelque gêne, car je ne me dérangerai nullement pour vous. Il faudra simplement que j'expédie Betty par la diligence, et cela, j'espère que mes moyens me le permettent. Nous pourrons tenir très bien toutes les 3 dans ma chaise de poste, et quand nous serons à Londres, s'il ne vous plaît pas de vous rendre partout où je vais, fort bien. Vous pourrez toujours sortir avec l'une de mes filles. Je suis sûre que votre mère n'y verra pas d'inconvénient, car j'ai eu tellement de chance à me défaire de mes enfants qu'elle me considérera comme une personne toute désignée pour vous confier à moi. Et si je ne parviens pas à marier convenablement l'une au moins d'entre vous, ce ne sera pas ma faute. J'en dirai un mot à tous les jeunes gens, vous pouvez y compter. J'ai idée, dit Sir John, que Miss Marianne n'aurait pas d'objection à un projet de ce genre si sa sœur aînée voulait bien s'y plier. Il est certes bien cruel qu'elle ne puisse pas se divertir un peu parce que Miss Dashwood ne le désire pas. C'est pourquoi je vous conseillerais, à vous deux, de partir pour Londres, quand vous en aurez assez de Barton, sans en souffler mot à Miss Dashwood. « Voyons, s'écria Mrs. Jennings, je serais certes prodigieusement ravie de la compagnie de Miss Marianne, que Miss Dashwood soit ou non de la partie, mais plus on est de fous, plus on rit. Voilà ce que je dis, et je croyais qu'il serait plus agréable pour elles d'être ensemble,
parce que si elles se fatiguaient de moi, elles pourraient se causer entre elles et rire derrière mon dos de mes façons bizarres. Mais il me faut l'une ou l'autre, sinon l'une et l'autre. Juste ciel, comment croyez-vous que je pourrais vivre, toute seule, dans mon coin, moi qui ai toujours été habituée, jusqu'à cet hiver, à avoir Charlotte auprès de moi? Voyons, Miss Marianne, topez-la, et que ce soit une affaire entendue. Et si Miss Dashwood change d'avis d'ici là, ma foi, tant mieux. Je vous remercie, madame. Je vous remercie sincèrement, dit Marianne avec feu. Votre invitation vous a acquis à tout jamais ma gratitude, et cela me ferait le plus grand plaisir. Oui, presque le plus grand plaisir dont je sois capable, de pouvoir l'accepter. Mais ma mère, ma chère et bonne maman, je sens la justice de ce qu'a fait valoir Elinor, et si elle devait être rendue moins heureuse, moins à son aise par notre absence… Oh non, rien ne m'inciterait à la quitter. Cela ne doit pas être une lutte, il ne le faut pas. Mrs. Jennings lui réitéra l'assurance que Mrs. Dashwood pouvait parfaitement se passer d'elle, et Elinor, qui comprenait à présent sa sœur et voyait à quel point elle était devenue indifférente à presque toute autre chose à cause de son ardent désir de retrouver Willoughby, ne fit plus d'opposition directe au projet et se contenta de s'en remettre à la décision de sa mère. Elle ne s'attendit guère, toutefois, à recevoir de celle-ci un appui dans son effort en vue d'empêcher une visite qu'elle ne pouvait approuver quant à sa sœur, et que, pour son propre compte, elle avait des raisons spéciales d'éviter. Quel que fût le désir de Marianne, sa mère serait empressée à le favoriser. Elle ne pouvait s'attendre à influencer celle-ci en lui conseillant une prudence d'attitude dans une affaire au sujet de laquelle elle n'avait même jamais pu lui inspirer de la défiance. Et elle n'osait pas lui expliquer le motif de sa propre répugnance à aller à Londres. Que Marianne, difficile comme elle l'était, connaissant foncièrement les façons de Mrs. Jennings et invariablement dégoûtée par elle, passa sur tout désagrément de ce genre, qu'elle négligea tout ce qui devait être particulièrement blessant pour ses sentiments irritables, dans sa poursuite d'un seul objet, c'était là une preuve si forte, si totale, de l'importance pour elle de cet objet, qu'Elinor, malgré tout ce qui s'était passé, n'était pas disposée à en être témoin. Lorsqu'elle fut informée de cette invitation, Mrs. Dashwood, persuadée qu'une telle excursion causerait beaucoup d'amusement à ses deux filles, et percevant, sous toute l'attention affectueuse envers sa personne, à quel point le cœur de Marianne y était intéressé, ne voulut pas entendre parler d'un refus de cette offre à cause d'elle. Elle insista pour qu'elles l'acceptassent immédiatement toutes les deux, et se mit alors à prévoir, avec sa gaieté habituelle, toute une variété d'avantages qui résulteraient pour elles toutes de cette séparation. « Je suis ravie de ce projet !» s'écria-t-elle. « Il est exactement ce que je pourrais souhaiter. Margaret et moi en profiterons autant que vous. Quand vous serez partis, ainsi que les Middleton, nous mènerons toutes deux une vie bien tranquille et heureuse, avec nos livres et notre musique. Comme vous trouverez Margaret en progrès quand vous reviendrez. Et j'ai aussi un petit projet de modification pour vos chambres, qui pourra maintenant être exécuté sans dérangement pour personne. Il est fort juste que vous alliez effectivement à Londres. Je voudrais que toute jeune femme de votre condition dans le monde connût les amusements et les façons de Londres. Vous serez confiée aux soins d'une femme excellente et maternelle, dont la bonté à votre égard ne peut faire pour moi aucun doute. Et, en toute probabilité, vous verrez votre frère. Et quels que puissent être ses défauts ou les défauts de sa femme, quand je considère de qui il est le fils, je ne puis supporter de vous voir si totalement éloignés les uns des autres. Bien qu'avec votre souci habituel de notre bonheur, dit Elinor, vous ayez pallié tous les obstacles au projet actuel qui se présentait à vous, il y a pourtant une objection qui, à mon avis, ne peut être écartée si facilement. Le visage de Marianne s'allongea. « Et que va donc proposer ma chère et prudente Elinor ?» dit Mrs. Dashwood. « Quel obstacle formidable va-t-elle maintenant mettre en avant ? Ne me dis pas un mot au sujet de la dépense. Mon objection est celle-ci. Bien que j'aie la meilleure opinion du cœur de Mrs. Jennings, elle n'est pas une femme dont la compagnie puisse nous donner du plaisir ou dont la protection nous fera valoir. »« C'est fort vrai, » répondit sa mère. « Mais vous ne jouirez à peu près pas de sa compagnie en dehors de celle d'autres personnes
et vous paraîtrez presque toujours en public avec Lady Middleton. » « Si Elinor est effarouchée par son aversion pour Mrs. Jennings, dit Marianne, il n'y a rien là, du moins, qui doive m'empêcher, moi, d'accepter son invitation. Je n'ai pas de pareils scrupules, et je suis sûre que je pourrais m'accommoder de tous les désagréments de ce genre avec très peu d'efforts. » Elinor ne put s'empêcher de sourire devant cette manifestation d'indifférence à l'égard des façons d'une personne envers qui elle avait souvent éprouvé de la difficulté à persuader Marianne de se conduire avec une politesse raisonnable, et elle résolut intérieurement que si sa sœur persistait à partir, elle partirait de même, car elle ne jugeait pas convenable que Marianne fût abandonnée à la merci de Mrs. Jennings pour tout le réconfort de ses heures d'intérieur. Elle fut d'autant plus aisément réconciliée avec cette résolution qu'elle se souvint qu'Edward Ferrars, au dire de Lucie, ne devait pas être à Londres avant le mois de février, et que leur visite pourrait, sans être déraisonnablement écourtée, se trouver terminée avant cette date. « Je veux que vous y alliez toutes les deux, » dit Mrs. Dashwood. « Ces objections sont légères. Vous aurez grand plaisir à être à Londres, et surtout à être ensemble. Et si Elinor voulait jamais condescendre à prévoir du plaisir, elle le prévoirait là, provenant de sources variées. Elle en espérerait peut-être un peu du fait de mieux connaître la famille de sa belle-sœur. » Elinor avait souvent souhaité une occasion d'essayer d'affaiblir la conviction chez sa mère de l'attachement mutuel entre Edward et elle, afin que le choc pût être moindre quand toute la vérité serait révélée. Et maintenant, devant cette attaque, bien qu'elle désespérât presque totalement du succès, elle se força à entamer son dessein en disant, avec tout le calme dont elle était capable: « J'aime beaucoup Edward Ferrars, et je serai toujours contente de le voir. Mais quant au reste de la famille, il m'est parfaitement indifférent d'en être, ou non, jamais connu. » Mrs. Dashwood sourit et ne dit rien. Marianne leva les yeux avec étonnement, et Elinor se dit qu'elle aurait tout aussi bien pu se taire. Après fort peu de conversations supplémentaires, il fut finalement convenu que l'invitation serait acceptée sans réserve. Mrs. Jennings reçut cette nouvelle avec beaucoup de joie et force assurance d'amabilité et de soin. Elle ne fut d'ailleurs pas la seule à qui elle fit plaisir. Sir John fut ravi, car pour un homme dont l'inquiétude dominante était la crainte d'être seul, l'acquisition de 2 habitants venant grossir le nombre de ceux de Londres était quelque chose. Lady Middleton elle-même prit la peine d'être ravie, ce qui pour elle était assez étranger à ses habitudes. Et quant aux demoiselles Steele, et tout particulièrement Lucie, elles n'avaient jamais été aussi heureuses de leur vie qu'en apprenant cette nouvelle. Elinor se soumit à cet arrangement qui allait à l'encontre de ses désirs, avec moins de répugnance qu'elle ne s'était attendue à en éprouver. Quant à elle, il lui était à présent indifférent d'aller à Londres ou non, et quand elle vit sa mère si foncièrement satisfaite de ce projet, et sa sœur ragaillardie, grâce à lui, dans son aspect, sa voix et ses façons, rétablie dans toute son animation habituelle et soulevée à un niveau de gaieté plus qu'habituel, elle ne put pas être mécontente de la cause et eut peine à se permettre quelque méfiance à l'égard de la conséquence. La joie de Marianne atteignit presque au-delà du bonheur, tellement était considérable la perturbation de son entrain et son impatience d'être partie. Sa répugnance à quitter sa mère était la seule chose qui la ramena au calme, et au moment de se séparer d'elle, son chagrin de ce chef fut extrême. La douleur de sa mère ne fut guère moindre, et Elinor fut la seule des 3 qui sembla considérer la séparation comme rien moins qu'éternelle. Leur départ eut lieu dans la première semaine de janvier. Les Middleton devaient suivre quelques 8 jours plus tard. Les demoiselles Steele continuèrent leur séjour au parc et ne devaient le quitter qu'avec le reste de la famille.